Node.js version 20 et Vite version 4.3, c'est parti pour les actualités de la semaine du lundi 24 avril 2023. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Cette semaine, on va donc parler tout d'abord de Node.js version 20 qui est actuellement sortie et qui est la version current de Node.js. Alors pour rappel, petit rappel concernant le release schedule de Node.js, nous sommes donc à la version 20 actuellement qui vient de passer donc en current, vous voyez qu'on se trouve juste ici. Et donc pour l'instant, la version 18 est toujours la version active, la LTS, Long Time Support, mais donc elle arrivera en maintenance en octobre, le 24 octobre 2023. Et au même moment, donc cette version 20 qui est actuellement en courant, passera donc en actif. Donc voilà où est-ce qu'on en est au niveau donc de la version. Et qu'est-ce que cette version 20 inclut? Eh bien, elle inclut pas mal de nouvelles choses, notamment un système de permission qu'on va détailler un petit peu parce que c'est une grosse nouveauté au sein de Node.js. Et on a d'autres choses comme par exemple le test runner qui passe en version stable. Il était déjà présent mais en version expérimentale. Maintenant, il est en version stable, donc c'est une bonne chose également pour Node.js. Et d'autres petites choses, on ne va pas forcément parler, mais voilà, il y a quand même pas mal de petites nouveautés. Donc comme je vous disais, on va surtout parler de deux nouveautés pour cette semaine. Eh bien, ça va être les permissions et le test runner. Au niveau des permissions, eh bien, il faut d'abord parler un petit peu, il faut d'abord donner un petit contexte. Les permissions en Node.js, ça a longtemps été discuté, est-ce qu'il fallait mettre des permissions ou pas, et pendant quelques temps, peu de personnes pensaient que ça allait vraiment arriver sur Node.js. Mais petit à petit, eh bien, ça s'est effectivement fait. Alors peut-être que ça s'est fait par rapport à des nouveaux concurrents qui sont arrivés dans l'environnement, notamment Deno qui est arrivé directement avec un système de permission. Eh bien, maintenant en tout cas, ce qui est pour sûr, c'est que la version 20 de Node.js a un système de permission expérimental. Alors, qu'est-ce que c'est ce système-là en fait avec qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on lance donc un fichier, donc index.js avec Node, et qu'on donne le flag expérimental permission, eh bien ça va faire en sorte que le fait d'avoir accès au file system, le fait de créer des sous-processus ou le fait de mettre des choses dans les node workers, eh bien en fait ça ne marchera pas. De base, toutes ces permissions-là en fait seront refusées. Donc utiliser le paquet fs ne sera pas possible, utiliser le paquet spawn children ne sera pas possible, etc. Et ça c'est une bonne chose parce qu'on ne doit pas toujours faire confiance au script en fait que l'on va exécuter. Donc de cette manière-là, en mettant ce flag-là, eh bien on peut retirer ces permissions-là et donc on est sûr que le script ne va pas faire n'importe quoi sur notre machine. Et donc forcément, ça va venir avec d'autres sous-flags en fait, par exemple hello child process. Et donc hello child process, ça va faire en sorte de pouvoir créer des sous-processus au sein de votre code Node, ainsi que par exemple hello worker, juste ici. Et derrière, on va également avoir un flag par rapport au file system, et même deux flags par rapport au file system, qui vont être hello fsread, donc pour donner l'autorisation de lire des fichiers en fait dans la machine, et également un autre flag hello fs-write pour en fait donner l'autorisation donc d'écrire des fichiers. Et ces deux flags, ils vont même avoir un argument. On peut dire par exemple qu'ils ont le droit de lire ou d'écrire absolument partout sur la machine, avec donc le symbole de cette étoile-là, mais on peut donner également d'autres autorisations, par exemple un chemin spécifique. Ici, je veux dire que tu as le droit d'écrire seulement dans le dossier racine/tmp en fait. Tu as seulement le droit d'écrire dans ce dossier-là. Ou alors, je peux même en donner deux. Par exemple, si tu as le droit de lire dans tmp et de lire également dans /home/.gitignore, donc ce fichier spécifique. Et donc tout ce système de permission, eh bien, je pense que c'est une superbe chose, c'est une superbe feature pour Node.js parce que ça permet d'avoir des scripts qui sont de plus en plus sécurisés. C'était un avantage qu'avait Deno et maintenant en fait qu'il n'a plus parce que les deux du coup runtime vont avoir ce fonctionnement-là. Alors bien sûr, c'est encore expérimental, donc il faut faire attention, mais à un moment, ça sera forcément, je pense, stable, et donc ce sera une superbe feature à utiliser sur Node.js, et je pense qu'on verra de plus en plus de scripts où on devra mettre ces flags-là pour justement donner plus de confiance dans le script qu'on exécute.
Voilà donc au niveau des process, du permission model pour Node.js 20, mais on a également le test runner. Alors le test runner, j'en avais déjà un peu parlé dans d'anciennes éditions des actualités de la semaine, et en fait c'est effectivement un test runner natif à Node.js. Donc là on ne va pas installer Jest, on ne va pas installer Vitest ou quoi que ce soit d'autre, c'est de base sous Node.js. Donc là comment on fait pour l'installer? Eh bien on fait un petit import test from node.test. Ce node de points, ça signifie simplement qu'on va chercher un paquet natif de Node.js et non pas quelque chose dans Node Modules par exemple. Il faut savoir que si on ne mettait pas ce node de points là, ça ne marcherait pas. Ce import test from test ici ne marche pas parce que tous les nouveaux paquets natifs de Node.js maintenant, eh bien, on a besoin de mettre ce préfixe là. Avant, par exemple pour fs, eh bien, on n'a pas besoin de le mettre, mais c'est une bonne convention de le mettre pour justement signifier qu'on va chercher un paquet natif. Et pour des questions de compatibilité donc avec les codes du passé, eh bien forcément on n'est pas obligé de le mettre pour les anciens modules natifs, mais pour les nouveaux, eh bien, il est obligatoire. Et donc il est obligatoire pour le nouveau paquet test et qui permet, comme vous le voyez, eh bien, de simplement écrire des tests comme vous le connaissez en fait. Donc ça ne diffère pas énormément de l'API de Jest, même si ça diffère un petit peu. Eh bien on a donc ce titulaire test ici, cette fonction test, qui peut aussi s'importer via it. On a également la même chose via it. Et donc on va mettre la description d'un test, puis on va faire une assertion. Et donc vous voyez qu'on a cet objet-là assert qu'on va utiliser, qu'on n'importe pas, parce qu'en fait c'est une globale. Dans JS, de base, assert il est disponible, on n'a pas besoin de l'emporter depuis test. On a ce assert disponible là et on va pouvoir faire par exemple un strict equal. On va donc regarder que 1 est bien strictement égal à 1. Et là on fait la même chose avec 1 et 2, et donc ça enverra une erreur, etc. On va avoir pas mal de choses disponibles. On va avoir un système de subtest pour faire un sous-test dans un test, ça peut être intéressant dans certains cas. On a un système bien sûr pour skip des tests. Par exemple ici, au lieu de mettre directement le callback du test, et bien en fait on met un paramètre, d'abord des options. Dans ces options-là, on peut par exemple mettre skip à true ou alors skip avec un message et comme ça on sait pourquoi il a été skip, ce qui peut être utile je pense en CLI je suppose. Ensuite, on a également le describe pour grouper des tests entre eux. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on retrouve dans JS, Vitest, etc. Donc le describe, il est également intéressant pour grouper des sous-tests ou même un nested describe. Et comme je vous disais, donc on peut également importer it, qui est l'équivalent de test, c'est juste une autre convention d'écriture. Et on a même le only, donc quand on a le skip, généralement on a le only aussi, ce qui permet en fait d'exécuter seulement ce test-là. Donc si jamais on rerun nos exécutions de test, et bien seulement celui-là sera exécuté et pas celui-là. Donc c'est pour en fait retester notre implémentation d'un test spécifique sans run tous les autres en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même un watch mode. Alors par contre, celui-ci n'est pas stable, il est expérimental, mais au moins il existe. Donc si on fait node-test de -watch, et bien automatiquement, quand on va changer nos fichiers de test, et bien les tests vont se réexécuter. Ça c'est une super feature qu'avait notamment Vitest, que j'utilise personnellement beaucoup sur Vitest. Et bien maintenant, si vous faites des tests en natif sous Node, et bien vous avez également cette feature-là. Donc voilà un peu comment exécuter des tests avec donc le module test de Node qui est maintenant, je le rappelle, en version stable. Voilà, c'est écrit ici, c'est stable, le test runner de Node.js. C'est vraiment super qu'il y ait ça d'implémenter de base sous Node. On n'a pas besoin, si jamais on fait juste des petits tests, eh bien d'importer une nouvelle librairie. On peut simplement écrire de base un test avec Node.js. Maintenant, passons donc à Vite 4.3. Vite 4.3, c'est Xfast, comme ils le disent ici. Effectivement, ils ont fait énormément de mises à jour concernant la performance. À quel point? Eh bien, à ce point-là. C'est-à-dire qu'avant, un call de start de Vite, donc ça veut dire que la première fois qu'on lance l'application, eh bien, sur une codebase avec 1000 React Components, eh bien, c'était à 17 secondes en fait de ce temps d'exécution. Et bien maintenant, c'était sur 4.2. On n'est pas sur une version 3 ici, on est sur la version 4.2 de Vite. Et sur la version 4.3, donc une mineure, eh bien, on a 71% de temps en moins. On passe de 17,4 secondes à 5,1 secondes. Donc c'est très impressionnant. Et si jamais on fait la même chose, pas sous Babel, mais sur SWC, qui est une autre technologie spécifique à React pour le coup, qui permettait plus de performance de base, vous le voyez, eh bien on passe de 13 à 3,2. Donc en fait, on a la même, quasiment même un peu plus, la même augmentation en fait au niveau de cette amélioration-là. Donc c'est vraiment une incroyable mise à jour, la version 4.3 de Vite au niveau des performances, et je vous conseille grandement de mettre à jour votre version de Vite afin d'avoir déjà de base plus de performance sur votre application. On voit également autre chose par rapport au HMR, donc c'est le Hot Module Replacement. Le Hot Module Replacement, ça consiste à changer une variable spécifique dans votre code sans pour autant recharger toute l'application. Donc en fait, ça permet d'aller plus vite.
Et donc on a plusieurs un peu types, sous-types de HMR, notamment donc des HMR sur des components root. Le component root, c'est le component parent de tous les components, donc c'est celui de base qui va importer un component, qui va ensuite importer un component, etc. C'est le component parent de tous les components. Et ensuite on a les components leaf. Les components leaf sont des components qui ne vont pas rendre d'autres components. En fait, c'est les derniers de la chaîne en quelque sorte. Donc là, on voit deux types, même quatre, parce qu'il y a Babel et SWC, mais on voit deux types donc de Hot Module Replacement ici, sur un component root et sur un component leaf. Donc sur un component root, eh bien maintenant on est à 43% plus vite, donc on passe de 46 millisecondes à 26 millisecondes pour ce rechargement-là, donc c'est déjà, c'est vraiment quasiment la moitié quoi. Et pour les components leaf, eh bien effectivement c'est la moitié, on passe à 52% d'amélioration sur Babel ou 41% sur SWC, donc c'est vraiment encore une fois des superbes améliorations au niveau de la performance de Vite 4.3, c'est très très impressionnant et donc je vous conseille vraiment de mettre à jour votre version de Vite si jamais vous utilisez Vite sur votre codebase, et si jamais vous ne l'utilisez pas, eh bien pensez à faire éventuellement un refactoring car il existe de moins en moins de raisons de ne pas utiliser Vite sur votre codebase si jamais vous faites 100% JavaScript. Ensuite, ici c'est un petit article, je vous le mets également dans la description pour détailler comment ils ont fait pour avoir de plus en plus de performance et c'est notamment autant de performance. Donc on ne va pas forcément le détailler, mais simplement cet article existe et si jamais vous êtes curieux, et bien sûr je vous le mets en description et vous pouvez aller voir comment ils ont fait pour avoir autant de performance. Dernière chose cette semaine, c'est un petit article, c'est l'article de la semaine. Eh bien, c'est le fait que maintenant, pour les paquets NPM, pour avoir encore plus de confiance dans ces paquets-là, eh bien, on a un système de provenance qui vient d'être mis en place. Et donc ce système de provenance là, on peut voir par exemple un exemple concret sur un paquet, le paquet Zixtor. Si on va tout en bas, eh bien, on a maintenant donc, vous voyez, cette partie-là provenance qui a une feature en bêta. Et en fait, on nous dit que effectivement, ce paquet a été build et signé donc par GitHub Action. Et on peut même voir la source du commit, donc le commit qui a créé ce paquet-là exactement, le build, donc le build file, donc comment en fait a été build ce paquet, également même une public ledger, donc ça c'est pour le fait que ce soit signé, etc. En fait, c'est pour donner encore plus de confiance au paquet parce que de plus en plus GitHub qui a NPM, eh bien, essaie en fait de donner plus de confiance dans les paquets NPM car on avait pas mal de vulnérabilités possibles dans cet écosystème-là de paquets NPM. Donc petit à petit, eh bien, step by step, ils essaient de donner plus de sécurité, plus de confiance dans les différents paquets et ça fait partie donc de cette mouvance-là de donner plus de confiance à tous les paquets NPM. Donc c'est une bonne chose d'avoir la provenance des paquets, ça nous permet donc d'être sûr de là où ils viennent et donc qu'ils ne viennent pas d'un autre endroit. Et comment on fait ça? Et bien on rajoute simplement le flag-provenance au sein de npm publish. Donc il y avait un petit graphique juste en dessous, voilà ici vous voyez npm publish-provenance et après eh bien tout un écosystème de librairies va faire en sorte de signer la provenance, de voir d'où ça vient et ensuite dans le registry npm eh bien on va avoir la provenance attestation qui va pouvoir permettre de mettre en place ce petit ici cette petite section juste là. Voilà tout concernant cette semaine. Écoutez, je vous mets tous ces liens là bien sûr juste en dessous en description. Je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié justement de ces nouvelles actualités de la semaine chaque lundi. Très bonne semaine à vous et bon codage.